Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Bonjour tout le monde, Gabriel Tessier de KPMG. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Toi aussi? Très bien aussi. Aujourd'hui, tu vas venir nous présenter Microsoft Defender for Office 365, qui est un composant qui est, à mon avis, essentiel quand on a la suite maintenant M365. Justement pour s'appliquer, fait que tu vas nous expliquer un peu comment ça fonctionne, puis nous démontrer ensuite voir comment ça fonctionne, puis une petite démonstration qui accompagne tout ça. Exactement. L'objectif aujourd'hui, en effet, on parle de Microsoft Defender for Office 365. Donc, on revient un petit peu, selon moi, à la base. On va aller regarder en effet de quoi on parle parce que, bon, évidemment qu'à travers les années, il y a énormément de produits Defender qui sont sortis. Puis des fois, on est un petit peu mêlé à travers tout ça. Donc, de démystifier, c'est quoi exactement Defender for Office 365? On va parler aussi de Exchange Online Protection pour commencer aussi parce que concrètement, c'est un service qui vient bonifier ça. Donc, on va aller regarder ce volet-là aussi. Et dans le fond, comment optimiser ce service-là? Donc, pour ceux qui le connaissent déjà, qui l'avaient déjà en place, ce qui est probablement le cas pour la majorité d'entre vous qui avaient un environnement Microsoft 365, eh bien, on va vous donner des petits trucs puis rentrer dans le service pour voir un peu comment l'optimiser, comment on recommande de le mettre en place, etc. Donc, allons-y. Juste comme support visuel, là, je vais aller partager mon environnement de test et je me suis monté un environnement de test ce matin. Que c'est un environnement tout frais. Tout neuf? Tout neuf. Ça va sentir le char neuf? Exactement. Écoute. Dis-moi quand que c'est partagé. Ouais, ça a l'air fonctionnel. Parfait. Merveilleux. Donc, bienvenue dans mon nouvel environnement. Quand on parle de tout ce qui est Exchange Online Protection, Defender for Office 365, tout ça se passe dans le portail security.microsoft.com. Donc, première étape importante, on est là. Il y a vraiment beaucoup de portails maintenant Microsoft, fait que juste pour... Mais ça, c'est agréable parce que ceux-là, ils ont été concentrés, ils ont été fusionnés dans les derniers mois, dernières années. Là, justement, au début du confinement, c'était un peu plus ardu de trouver les différents composants dans les différentes consoles. Microsoft a fait un excellent effort de consolider. Il y en a plusieurs quand même, mais il y a quand même un bel effort de concentration dans une même et seule interface. Exactement. Ben oui, c'est ça. Puis ils continuent à mettre des efforts là-dessus. Je pense que Sentinel devrait s'en venir dans pas trop longtemps dans cette interface-là aussi. Il y a pas longtemps, ils ont ajouté le scanner de Information Protection et tout ça. Donc, ils continuent à le bonifier continuellement pour justement diminuer le fait qu'on aille à se promener de portail en portail. Là. Fait que, en effet, c'est vraiment bien pour ça. Quand on parle d'Exchange Online Protection, évidemment, ça le dit dans le nom, on parle de tout ce qui est relatif à la sécurité du service de messagerie Exchange Online. Quand on parle de Microsoft Defender for Office 365, c'est un peu la même idée. Ça vient aller bonifier la sécurité de Exchange Online. Ça vient aussi ajouter une couche de sécurité par-dessus les services de collaboration. Donc, quand je dis services de collaboration, j'implique Teams, SharePoint Online, OneDrive. Donc, puis éventuellement, il y a même moyen d'aller faire en sorte que ça ajoute un certain volet de sécurité au niveau carrément des documents de la suite Office. Donc, juste pour l'image à vol d'oiseau, là, quand on parle de Defender for Office 365, c'est de ça qu'on parle, la sécurité du service de messagerie, service de collaboration puis les applications Office. Donc, on parle pas d'autre chose que ça. Ça se situe principalement ici. Dans security.microsoft.com, on a une section qui s'appelle Email et collaboration. Et tout ce qui est là-dedans, dans le fond, va être influencé par Defender for Office 365. Juste pour la petite histoire côté licence aussi, question que vous sachiez, j'ai-tu ça, j'ai-tu pas ça me prend quoi pour aller chercher ça? Exchange Online Protection, ben ça, c'est pas compliqué. Tout le monde qui a des boîtes courriels dans Exchange Online, dans le fond,
bénéficient de ça. C'est vraiment la base. C'est disponible pour toutes les organisations qui ont un Exchange Online, finalement. Donc, vous pouvez déjà aller paramétrer ces services-là. Ensuite de ça, pour tout ce qui est licence Microsoft 365 Business Premium, on a accès à ce qu'on appelle Defender for Office 365 Plan 1. Et ensuite de ça, toutes les licences E5 et F5, donc Office 365 E5, Microsoft 365 E5, etc., ben, vous donne accès à Microsoft Defender for Office 365 Plan 2. Très rapidement, c'est quoi la différence entre Plan 1 et Plan 2? Plan 2 donne accès, vient débloquer tout ce qui est automatisation. Plan 1, c'est vraiment plus des stratégies de protection, un petit peu de détection, mais pas le volet automatisation que donne le plan 2. Puis le plan 2 donne aussi accès à ce que vous voyez ici, Attack Simulation Training, donc tout ce qui est volet sensibilisation, puis tout ça, training là, pour les utilisateurs, vient avec le plan 2. Donc, oui, puis je vais rajouter là-dessus, généralement, c'est la différence entre E3 et E5 pour ceux qui sont plus habitués au niveau des licences entreprises. La licence E3 donne la sécurité essentielle. La licence E5 donne généralement l'automatisation qui vient simplifier la vie. En général, là, il y a des petits nitangs un peu partout, mais dans les gros morceaux, c'est ça qu'on retrouve justement l'avantage. Le coût qu'on paye est justement sur le fait qu'on travaille moins fort pour plus de sécurité. Exactement. Puis tu sais, aujourd'hui, on va creuser un peu plus les bonnes pratiques pour la mise en place de, comme je l'ai dit, la base, là, Exchange Online Protection, puis les stratégies de menace avec Defender for Office 365, surtout plan 1. Mais le plan 2 va être particulièrement intéressant pour les organisations qui ont des équipes de sécurité, par exemple, ou qui souscrivent à un service de SOC. Je sais que de notre côté, au niveau de KPMG Égide, on a un service de SOC. Puis le fait qu'une organisation ait Defender for Office 365 Plan 2 vient vraiment aider énormément tout ce qui a trait au hunting puis à l'investigation. Ça vient vraiment ouvrir beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Donc voilà. Pour Exchange Online Protection, donc on commence par les stratégies qui sont vraiment relatives à ce service de base-là. On va ici dans Policies and Rules, toujours dans la section email et collaboration. Et ce qui va nous intéresser se retrouve dans Threat Policies. Donc, parfois, on peut être porté à croire qu'étant donné que ça parle de Exchange Online, ça serait dans le portail d'administration d'Exchange Online, ce qui était le cas auparavant, si je me trompe pas, mais non. Maintenant, on vient naviguer ici et ils ont tout mis ce qui est relatif à la sécurité des courriels dans Policies and Rules, Threat Policies. Donc, les stratégies de menace. Oui. C'est plus facile comme découpage. Puis pour avoir vécu, comme tu mentionnes, l'ancien temps où c'était tout concentré du côté Exchange, la confusion des rôles et responsabilités entre les équipes aussi était plus complexe. Là, c'est clair, la console sécurité appartient aux équipes de sécurité et la console Exchange appartient aux opérateurs qui sont associés à la messagerie. Exactement. Le premier volet qui va nous intéresser au niveau d'Exchange Online Protection, évidemment, ce qui vient avec, c'est tout le côté anti-spam. Donc, ben là, on a un petit rot de nouvel environnement, je pense. Faut que je me login à nouveau, ce sera pas bien long. Ouais, ça, c'est un classique. Mais ça, c'est pas encore stabilisé de ce côté-là, mais ça fait 3-4 ans que ces problèmes-là de petits knick-knack, de blocage de sécurité à des moments inattendus sont encore là où rafraîchir les jetons. Quand on fait du PIM, entre autres, le délai de rafraîchissement est à géométrie variable selon le cas, là. Ouais, j'ai surtout eu des problèmes dans le portail de compliance.microsoft.com, je te dirais, par rapport à ça, là, ça m'est arrivé assez régulièrement de donner des accès puis que ça fonctionne pas quasiment la journée même, là. Mais bref, là, ça a l'air à avoir été réglé assez rapidement. Ce qu'il faut savoir au niveau de ces services-là, puis encore là, je parle globalement là, au niveau de tout ce qui est stratégie de menace et services de protection, autant Exchange Online Protection que Defender for Office 365. C'est des services qui sont très bons, selon moi. Il y en a, tu sais, c'est une question que je me fais poser quand même assez souvent. Est-ce que je devrais prendre un service tiers?
pour aller mettre en place la protection pour mes courriels. Il y a beaucoup de clients qui se posent la question. Je sais pas selon ton expérience à toi, Nicolas, mais de mon côté, c'est un service qui est très bon, qui est pas leader dans le marché, par contre, mais qui amène un très bon niveau de protection. On va quand même recommander parfois, pour certains contextes, des gens qui ont un peu moins de tolérance au risque, qui préfèrent avoir une meilleure protection à ce niveau-là, d'aller mettre en place des services tiers qui vont parfois aller être complémentaires même. Il y a des services qui vont carrément aller regarder une fois que les courriels ont été livrés dans la boîte courriel, qui vont aller faire une analyse au niveau de ce qui a été livré comme courriel pour aller faire de la détection puis de la rémédiation directement dans la boîte courriel. Ce que fait un peu ces services-là, mais pas... Ouais, mon expérience est pas mal similaire à la tienne. C'est-à-dire que dans la vaste majorité des cas, ces services-là sont suffisants. Il y a toujours des cas limites. Puis on parle, ça dépend de la nature des produits qu'on regarde, parce que les marchés évoluent puis de beaucoup là, dans les dernières années. Donc les produits d'anti-spam classiques, Microsoft les mange littéralement, ça sert à rien. Quand on va chercher des produits de pointe sophistiqués, dans certains cas, effectivement, ils vont être un peu supérieurs à Microsoft. Mais encore là, c'est de l'analyse de cas par cas, selon les besoins. Puis en général, ces services de pointe-là en question sont très dispendieux. Donc aussi, il y a un coût associé à ce genre de choses-là. Fait que c'est de mesurer le retour sur investissement est-il suffisant ou nécessaire pour arriver à protéger un risque, comme tu le mentionnes. Là, si la tolérance au risque est moins élevé, ben à ce moment-là, ils sont prêts à débourser l'argent supplémentaire. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus cher que le volet Microsoft Defender for Office 365 peut représenter. Oui, exactement. Exactement. Donc, si on vient au niveau de l'antipourriel, donc par défaut, on a trois stratégies disponibles. Donc, évidemment, la stratégie de antipourriel pour tout ce qui est entrant. Il y a ce qu'ils appelle la Connection Filter Policy. On va regarder, le nom est un peu moins clair ici, là, mais c'est pas compliqué. Puis pour tout ce qui est sortant. Habituellement, on va recommander de simplement aller modifier les stratégies par défaut. Et puis, s'il y a des besoins spécifiques, la recommandation, c'est d'aller créer des stratégies par-dessus les stratégies par défaut, mais de s'assurer que les stratégies qui sont personnalisées, qui ont été créées par-dessus les stratégies par défaut, de faire en sorte qu'il y ait un paramétrage au moins aussi sécuritaire que les stratégies par défaut. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent. Là, si je vous donne un exemple, mettons qu'on regarde la anti-spam outbound policy pour la stratégie anti-pourriel sortante. Ben, par exemple, ce qu'on va recommander, c'est d'aller faire en sorte que la stratégie par défaut va restreindre l'envoi à des, par exemple, à 500 destinataires externes par heure. Je donne un exemple. Maintenant, si on descend, on voit que y a automatic forwarding aussi au niveau de la stratégie sortante. Automatic forwarding, ce que ça va faire, c'est que c'est le paramètre qui va gérer est-ce que mes utilisateurs ont le droit de se créer une règle dans leur boîte au niveau de leur client Outlook, par exemple, pour aller faire en sorte que les courriels qui atterrissent dans leur boîte soient automatiquement transférés vers, par exemple, un domaine externe, là, un Gmail personnel, etc. Donc, tu sais, habituellement, évidemment, point de vue sécurité, on va recommander d'aller bloquer ça ici, bien que Automatic System Control, ça veut dire que c'est désactivé. J'irai pas vous montrer la doc Microsoft, là, mais dans la doc Microsoft, Automatic System Control, ça veut dire c'est désactivé, puis il est écrit mot pour mot dans la documentation. On vous recommande quand même de le changer à Disabled pour que ce soit plus clair. Fait que, pourquoi ça n'a pas été, en tout cas, pourquoi ça n'a pas été mis direct à Disabled, seul Microsoft le sait. Mais tout ça pour dire que évidemment qu'on va recommander de mettre ça à Disabled au niveau de la stratégie par défaut. Maintenant, il y a des organisations qui ont des gens qui, pour une raison X ou Y, ont parfois besoin d'aller faire du transfert automatique vers l'externe. C'est des cas que j'ai vus à plusieurs reprises. Donc là, à ce moment-là,
ce qu'il va falloir faire pour qu'on n'aille pas le permettre au niveau de la stratégie par défaut qui est appliquée à tous les utilisateurs, c'est d'aller se créer une stratégie outbound personnalisée, comme je vous le montre en ce moment, et puis d'aller sélectionner les utilisateurs qui doivent être inclus là-dedans. Ouais, là, il va me demander d'aller ajouter un compte. Donc, juste pour le petit exemple ici, ben là, à ce moment-là, souvent, les gens, ils vont aller juste dire, OK, oui, je permets le transfert automatique, mais vont rien modifier au niveau des autres paramètres. Puis là, c'est problématique parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette stratégie-là va aller écraser la stratégie par défaut pour les utilisateurs qui sont scopés, pardonnez mon franglais, par la stratégie. Et à ce moment-là, tous les autres paramètres ne vont plus respecter les bonnes pratiques de sécurité. Donc, tout ce qui est limite de messages vers l'externe et tout ça, ce sera pas pris en compte ici, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. Donc, on a dit, par exemple, 500 destinataires par heure. Ben là, ça va être 0, il n'y aura pas de limite. Donc, c'est pour ça ce que je mentionne, c'est, bon, on va aller modifier idéalement seulement que les stratégies par défaut. Et si on a besoin d'en rajouter par-dessus, d'aller s'assurer qu'on ne vienne pas juste paramétrer ce qu'on souhaite lousser, mais qu'on vienne paramétrer l'ensemble des éléments pour venir s'assurer qu'on reste quand même avec une stratégie le plus sécuritaire possible. Donc ça, c'est la première recommandation par rapport aux stratégies anti-spam, mais ça s'applique pour tous les autres types de stratégies, c'est le même principe. Maintenant, si on regarde un peu plus dans le détail les différents types, pour tout ce qui est entrant ici, je vais aller en modification. Donc, bon, premièrement, ici, on a ce qu'on appelle un bulk email threshold. Donc, c'est le slider qui va nous permettre d'aller déterminer à quel point Exchange Online Protection est sensible ou non à venir identifier des courriels comme étant indésirables selon le volume, finalement. Donc, habituellement, la valeur par défaut est assez satisfaisante par rapport à ça. Par contre, il y a quelques éléments qu'on peut aller améliorer au niveau de tout ce qui est propriété anti-pourriel ici, notamment dans la section Increase Spam Score. Donc ici, on vient augmenter le score de courriel de courriel indésirable. Il y a notamment image links to remote websites. Ça, on le recommande pas nécessairement parce que ça peut arriver assez couramment, mais au moins d'aller activer URL redirect to other port. Ça, c'est plus rare comme cas d'utilisation. C'est évidemment là, tout ce que je vous dis aujourd'hui à travers ces recommandations-là, ça dépend de votre contexte organisationnel. Il y a des éléments évidemment qui peuvent être présents dans votre contexte puis qui sont pas à grande échelle. Donc c'est à prendre avec un grain de sel puis c'est à contextualiser selon votre environnement. Mais à haut niveau, ça ici habituellement, c'en est un qu'on va plus avoir tendance à activer. Puis encore une fois, ici, on est seulement à l'augmentation du score de spam. Donc, ça ne va pas carrément aller bloquer direct, mais ça va seulement qu'augmenter le score. Dans la section Mark as Spam, ici, ben là, on est carrément dans une section où tout ce qui va être activé ici sera identifié systématiquement comme étant du pourriel. Donc, on n'a pas de notion de score ici, mais c'est vraiment dès que le service détecte les éléments qui sont activés ici, le courriel va être considéré comme étant indésirable, puis il va avoir les actions en conséquence qui sont prises. Les actions, on va les déterminer un peu plus bas dans l'autre section. Donc, encore une fois, ici, ça dépend énormément de votre contexte. Souvent, des éléments qu'on va activer, on va avoir frame ou iframe tags en HTML qu'on va avoir tendance à activer, parfois JavaScript ou VBScript. Mais tu sais, du moment où on active des éléments là-dedans, la recommandation en haut niveau, c'est de garder un œil là, sur ce qui va être mis en quarantaine ou bloqué, étant donné que ça peut... c'est des cas que j'ai vus là, par expérience qu'il
y a des gens qui se sont mis à activer tout ce qui est ici, là, puis il n'y a plus grand-chose qui passe des fois. On peut faire le saut du moment où on se met à activer les éléments là-dedans. Évidemment, il y a un volet un peu plus éthique, entre guillemets, où on peut aller mettre en place des filtres sur les mots, sur les langues qui sont là. Tu sais, je dis éthique, c'est pas juste éthique. Là, on s'entend que souvent des gens vont vouloir aller bloquer des pays comme la Russie ou la Chine ou des endroits comme ça. Encore là, c'est à voir selon votre contexte. Puis en général, ça ressemble à ça au niveau de ce qui est entrant. Dans le fond, c'est là qu'on va aller paramétrer tout le filtrage puis l'identification de ce qui est indésirable. C'est assez bête et méchant dans le sens qu'il n'y a pas énormément d'intelligence à ce niveau-là. Mais il y a quand même des éléments à modifier pour aller améliorer la stratégie par défaut. Connection Filter Policy, c'est quoi? Ben, c'est simplement ici qu'on va aller mettre des adresses IP permises ou bloquées. Et il y a ici Safe List que quand on le regarde, ça a l'air de quelque chose qu'on a envie d'activer. Ça a l'air de quelque chose qui augmente la sécurité, mais quand tu regardes ce que ça fait, c'est un peu obscur comme paramètre, honnêtement, mais c'est le paramètre qui va faire en sorte que si ça c'est activé, Safe List, ben il y a une liste de Microsoft qui est gérée par Microsoft puis qui est pas publiée, donc on connaît pas exactement le contenu de cette liste-là. Et cette liste-là inclut des organisations qui sont considérées comme étant correctes selon Microsoft pour faire de l'envoi de courriel. Et donc, à ce moment-là, du moment où on vient mettre Safe List à on, les domaines qui sont considérés comme étant OK par Microsoft ne seront pas filtrés par les stratégies anti-spam. Donc, dans une optique de meilleure pratique de sécurité, on va souhaiter avoir ce paramètre-là à off autant que possible. Étant donné qu'on ne souhaite pas nécessairement faire confiance à Microsoft pour qui peut bypasser nos stratégies anti-spam. Quelque chose qu'on voit ici aussi parfois au niveau des IP allow list, encore une fois, tout ce qui va être mis ici va carrément passer outre de toutes les stratégies anti-spam. Donc, c'est de s'assurer de garder un œil là-dessus. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé qu'est-ce qui est là, allez le vérifier. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas des adresses IP ici qui sont plus pertinentes. Et donc, de juste garder une bonne hygiène là, au niveau des exceptions ici, parce que c'est quand même assez sensible, entre guillemets. Puis, un autre point par rapport à ça, parfois, je vois des organisations qui vont mettre des adresses IP à ce niveau-là pour aller gérer tout ce qui est campagne de sensibilisation au hameçonnage et tout ça. Cela dit, il y a moyen d'aller le gérer directement. Puis là, je vous le montre dans l'interface. Si on retourne au niveau Policies and Rules ici, dans Threat Policies à nouveau, et qu'on descend dans Advanced Delivery, je sors un petit peu du contexte de ce qu'on discute ce matin, mais il y a la section Phishing Simulation qui va avec justement ce que je mentionnais tout à l'heure, Defender for Office 365 plan 2, donc tout ce qui est simulation. Et ici, on peut aller carrément configurer des domaines, des adresses IP qui vont être considérés comme étant utilisés pour faire de la simulation de hameçonnage. Donc, je dis ça parce que c'est ça, c'est des cas que j'ai vus, là, des gens qui vont aller mettre les adresses IP au niveau du allow list de l'anti-spam. C'est pas nécessaire d'aller faire ça. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'aller le paramétrer ça ici. Dans le contexte. C'est bien ce paramètre, c'est très bien ce paramètre-là, parce qu'il doit être assez récent, parce que la dernière fois que j'ai eu à jouer là-dedans, j'avais pas eu ce plaisir de l'avoir ajouté là. J'avais ajouté justement dans les règles un peu plus anciennes pour permettre justement les campagnes de phishing tiers dans le système. Ouais, exactement. En effet, ben c'est ça, c'est un peu obscur aussi comment se rendre là. Donc, c'est ça, c'est un cas qu'on voit assez souvent, là, des vieilles adresses IP qui ont été utilisées pour faire des campagnes de hameçonnage pour la sensibilisation au niveau de l'anti-spam, au niveau de l'anti-phishing et tout ça. Donc,
c'est ça, juste de faire le ménage là-dedans puis d'utiliser le bon endroit pour aller le faire. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour la Connection Filter Policy. C'est assez restreint ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis ensuite de ça, tout ce qui est envoi vers l'externe, là, je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est ça, c'est l'idée qu'on vient aller limiter la quantité de messages qui peut être envoyé vers l'externe par heure, dans le fond. C'est pas clair quand on le regarde ici, là, mais quand on regarde en mode lecture seulement, c'est bien indiqué que c'est per hour ici. Donc, c'est ça, c'est l'idée, le nombre de destinataires externes, le nombre de destinataires internes et le nombre total, au final, maximal par jour. Donc, ces 3 concepts-là qu'on va voir. Là, ça varie quand même assez. Là, je vous dirais les nombres qu'on va pouvoir mettre là. Ce que je vois souvent, c'est du 500, 1000, 1000 ou des éléments comme ça, mais je considère que c'est assez débattable quel nombre exact mettre à ces endroits-là. Maintenant, on peut aller aussi indiquer quelle restriction va être faite au niveau de l'utilisateur qui atteint une de ces limites. Donc, bien que ce soit débattable, il en demeure pas moins que ça reste une recommandation à tout le moins d'aller modifier ça puis d'aller mettre quelque chose en place, d'aller le configurer parce que par défaut, comme vous le voyez, tout est à 0. Donc, il n'y a aucune limite en ce moment dans cet environnement de test-là. Un utilisateur pourrait envoyer des courriels à des centaines et des centaines de destinataires externes, puis il n'y aurait absolument aucune conséquence. Donc, du moment où on met une limite puis qu'un utilisateur atteint cette limite-là, par défaut, encore une fois, on a un paramètre ici qui est pas optimal, dans le sens où ce que ça indique ici que l'utilisateur va être bloqué jusqu'au lendemain. Habituellement, on va vouloir faire en sorte que l'utilisateur soit, on a ici restrict the user from sending email, donc de bloquer carrément l'utilisateur jusqu'à ce que quelqu'un le prenne en charge, parce que si quelqu'un envoie une quantité phénoménale de courriels comme ça, puis vient qu'à être bloqué, habituellement, on parle d'un indicateur de compromission assez fort. Là. Donc, on peut se douter qu'il y a probablement que la boîte courriel de l'utilisateur a été compromise, donc on veut pas que l'utilisateur soit débloqué automatiquement le lendemain, mais on veut s'assurer que ce soit investigué, que ce soit pris en charge, puis qu'on se soit assuré que le risque soit mitigé et que l'utilisateur soit OK avant de lui permettre de recommencer à envoyer des courriels. Ensuite, là, il y a l'idée que j'ai mentionnée déjà tout à l'heure de Automatic Forwarding Rules qui va aller gérer le transfert automatique de courriel vers l'externe. Ici, on est en outbound, là, fait qu'il y en a des fois qui se demandent est-ce que ça va aller bloquer le transfert automatique de courriel vers une adresse interne? Non, parce qu'on est vraiment vers des domaines externes dans cette stratégie-là. À mentionner aussi que c'est un paramètre qui peut être géré à travers, je peux aller le montrer direct dans l'interface aussi, là, à travers le portail Exchange Online. Il y a un paramètre qui vient jouer un rôle extrêmement similaire dans la section qui parle des domaines externes dans Exchange Online. Je suis en train d'ouvrir le portail Exchange. Pas l'air d'avoir de problème de permission. Ça va bien. Donc, au niveau de la section Mailflow, ici, on a Remote Domains. Là, encore une fois, excusez-moi pour ceux qui sont en français, mais je recommande à nouveau de faire le switch au portail en anglais, étant donné qu'il y a tellement d'erreurs de traduction puis de... Ouais, c'est un peu obscur des fois, les traductions. On a de la misère à saisir où ils veulent aller avec ce qui est mentionné. Fait que c'est oui. Ouais. Et la documentation est retrouvée sur les forums aussi des fois qu'on a besoin d'aide. C'est plus facile avec les termes anglais qu'aller le chercher dans les forums francophones. Exactement.
Donc, c'est ça. Au niveau Remote Domains, il y a encore une fois une stratégie par défaut qui est déployée au niveau du portail Exchange Online. Et lorsqu'on regarde cette stratégie-là, tu as ici la section Email Reply Types et on peut voir Allow Automatic Replies ou Allow Automatic Forwarding, qui est là. Donc, il y a moyen d'aller faire en sorte que Allow Automatic Forwarding soit désactivé ici. Maintenant, le fait qu'il soit activé par défaut ne pose pas problème dans la mesure où on a bien paramétré le portail, la stratégie sortante au niveau de l'anticourriel, parce que cette stratégie-là a préséance sur l'autre. Donc, ça veut pas dire que parce qu'ici on le permet que ça nous met dans une situation où on est moins sécuritaire. Maintenant, est-ce qu'on devrait aller le désactiver ici? Ben, je vous dirais que il n'y a pas de tort à aller le faire. Ça vient juste aller resserrer finalement la sécurité à ce niveau-là. Par contre, si jamais vous avez des besoins en particulier de faire du transfert, ben ça va. Si tu viens ajouter une stratégie personnalisée ici, puis que tu viens le bloquer à ce niveau-là, je crois qu'il va falloir aussi que tu aies à créer une stratégie personnalisée dans Exchange Online pour aller le permettre aux deux endroits. Fait que c'est le seul hic que je peux voir ici. Mais si c'est pas un besoin que vous avez d'aller le désactiver aux deux endroits, pourrait être une bonne approche. Ensuite de ça, ben, il y a le volet notification qui est intéressant dans la stratégie sortante ici, où on peut aller faire en sorte que send a copy of suspicious outbound messages or message that exceed these limits to these users and groups. Donc, c'est d'envoyer une copie des messages suspicieux qui ont fait en sorte que un utilisateur a été bloqué. Ça peut être pertinent si jamais vous avez une boîte partagée de SecOps, quelque chose comme ça, pour aller recevoir ce type de courriel-là puis aller investiguer. Mais c'est surtout le deuxième élément ici qui est important selon moi, où on va envoyer une notification à certains utilisateurs ou à un certain groupe du moment où un utilisateur de l'organisation a été bloqué par cette stratégie-là. Donc, ce que je recommande habituellement, c'est d'aller créer une boîte partagée de sécurité opérationnelle qui va être utilisée pour recevoir les notifications pertinentes des différents services de Microsoft 365 de sécurité, évidemment, et que les différents acteurs de sécurité opérationnelle de l'organisation prennent en charge cette boîte-là. Puis on peut aller mettre, par exemple, ce type de boîte courriel-là au niveau de cette notification-là pour que aussitôt que quelqu'un est bloqué, on soit avisé. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est un indicateur de compromission important, donc on puisse aller le prendre en charge rapidement. Et pas que parce que si c'est pas mis en place, puis qu'on n'a pas nécessairement de stratégie d'alerte à cet effet-là, paramétrée par exemple au niveau de Sentinel ou peu importe, mais on ne sera pas nécessairement avisé rapidement, puis on va juste le voir peut-être du moment où on va aller valider ce qui se trouve dans la section review ici au niveau des utilisateurs qui ont été bloqués, puis ou du moment où les probabilités sont plus hautes que ce soit du moment où ce que l'utilisateur appelle au centre de support puis que vous soyez avisé de par le support que l'utilisateur a été bloqué. Mais bref, tout ça pour dire que l'idéal, c'est que vous soyez, d'un point de vue sécurité, avisé le plus rapidement possible pour que l'investigation soit faite le plus vite possible. Ici, là, vous voyez, j'ai cliqué sur Review à gauche dans la catégorie Email et collaboration. Il y a la section Review qui vous permet de regarder quelles sont les entités qui ont été restreintes. Donc, c'est vraiment là que vous allez pouvoir consulter quels utilisateurs ont été bloqués, puis que vous allez pouvoir aller éventuellement les débloquer. Donc, pour l'anti-spam, ça fait le tour des 3 éléments. Je crois que je n'ai pas été au niveau des actions tout à l'heure ici. Ouais, c'est ça, j'ai sauté cette section-là. Si on revient rapidement là au niveau de la stratégie anti-spam entrante, tout à l'heure, on a discuté là, des éléments qu'on peut aller modifier pour faire en sorte que la détection soit plus optimale de courriers qui sont indésirables dans votre environnement.
Évidemment, on peut aller changer aussi c'est quoi que le service va faire, qu'est-ce que la stratégie va faire avec ces courriels-là qui sont détectés comme étant indésirables. Il y a 4 niveaux. Il y a un niveau de base qu'il considère que le courriel est du spam. Il y a High Confidence Spam, où il va considérer avec un haut niveau de confiance que le courrier est indésirable. Il y a Phishing, puis il y a High Confidence Phishing. Donc, c'est la même idée ici. Il va considérer que c'est du phishing, puis la 4e option, c'est qu'il y a une haute probabilité que ce soit du hameçonnage. Habituellement, ce qu'on va recommander au niveau de ce qui est spam de base, en effet, le paramètre par défaut va faire en sorte que le courriel est envoyé dans la boîte de courrier indésirable de l'utilisateur, ce qui est conforme à ce qu'on recommande habituellement. High Confidence Spam, typiquement, on peut le laisser dans le courrier indésirable. Souvent, on va aller le mettre en quarantaine, puis tout ce qui est phishing, on va direct l'envoyer en quarantaine. Puis là, ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez comme approche au niveau des stratégies de quarantaine, dans le sens que ça, c'est assez récent, guillemets, dans le sens que ça fait pas si longtemps que c'est possible, même si ça fait quand même un certain bout de temps. Mais les stratégies de quarantaine, par défaut, on a Default Full Access Policy. Puis ça, je vous encourage à aller regarder ce qui est en place parce que c'est souvent un élément qu'on voit qui est pas optimisé étant donné justement que c'était pas là il y a quand même pas si longtemps que ça. Mais Default Full Access Policy, ce que ça va permettre, c'est que les utilisateurs vont pouvoir aller regarder leur quarantaine puis gérer leur quarantaine comme qu'ils veulent. Grosso modo, là, ça ressemble pas mal à ça. Les gens vont pouvoir aller libérer des courriels de leur quarantaine puis il n'y aura aucun enjeu par rapport à ça. Admin Only Access Policy, ben c'est l'inverse. Les utilisateurs vont rien voir, pourront même pas aller consulter leur quarantaine, c'est seulement que les administrateurs qui vont pouvoir le faire. Donc, ça implique un peu plus de gestion côté admin. Puis, il y a la 3e, Default Full Access, donc la même idée, mais en plus, les utilisateurs vont recevoir une notification dès qu'il y a un courriel qui tombe en quarantaine. Ce qu'on recommande souvent chez nos clients, c'est d'aller se créer une stratégie personnalisée. On peut le faire au niveau, encore une fois, si on recule dans Threat Policies, tu as moyen d'aller dans Quarantine Policies. Et là, on peut aller créer une Custom Policy, donc une stratégie personnalisée qui va faire en sorte qu'un utilisateur puisse accéder à sa quarantaine, qu'il puisse consulter un preview, une prévisualisation des courriels qui sont disponibles dans sa quarantaine, mais qui ne puissent pas faire de release au niveau des courriels et qui puissent faire une demande à leur administrateur qu'un courriel soit relâché. Donc, c'est pas mal le scénario optimal dans le sens où on vient responsabiliser nos utilisateurs. On vient enlever un petit peu de gestion au niveau des administrateurs, mais on vient faire en sorte que l'utilisateur peut quand même aller faire une demande pour qu'un courriel soit relâché ici. Donc, c'est une petite optimisation qu'on peut faire tant au niveau anti-spam qu'anti-phishing. Il y a ces éléments-là qu'on peut aller mettre en place. Donc, rapidement, si on retourne au niveau des actions pour la stratégie entrante, je pense que j'avais pas mal fait le tour. Mais c'est ça. Il y a la même idée pour tout ce qui est bulk message action. Donc, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un haut volume envoyé, puis que dans le fond, ça dépasse en fonction du slider qu'on avait au début, là, le threshold qu'on a considéré en premier. Puis il y a des petits safety tips qu'on peut mettre en place que ça reste recommandé. Retain spam in quarantine for this many days, 15. Encore là, c'est à vous de voir dans votre contexte combien de jours on veut le garder. Souvent, on va aller le monter à 30. Et finalement, tout ce qui est allowed and block senders and domains, donc un peu la même idée que ce qu'on a vu dans Connection Filter Policy, mais par utilisateur et par domaine, plutôt que par adresse IP. Donc, de s'assurer qu'on a une saine hygiène ici puis qu'il n'y ait pas des éléments qui sont déployés à cet endroit-là qui sont plus pertinents au niveau des expéditeurs et des domaines permis. Parce qu'encore une fois, ça vient carrément outrepasser tout ce qui est stratégie anti-spam. Maintenant, je vois le temps qui file, puis
je sais pas à quel point on va être en mesure de passer à travers toutes les stratégies dans un temps raisonnable. Mais je penserais qu'on va peut-être se limiter à Exchange, puis on ferait une deuxième phase sur l'autre volet de Defender à ce moment-là, justement, pour avoir un temps raisonnable à passer à travers, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de l'autre côté aussi. Là. Ouais, parce que déjà, la démonstration du côté d'Exchange est déjà quand même assez grande. C'est à peu près la même chose pour le restant des composants. Là. Ouais, exact. Parfait. Donc, anti-malware, ça, par contre, c'est un peu plus simple dans le sens où la stratégie par défaut, est correcte dans la mesure où on vient activer le Zero Hour Auto Purge for Malware, ce qui est recommandé. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça va automatiquement aller retirer tout ce qui est malware d'une boîte de courriel, un peu dans la même idée que ce que j'ai mentionné tout à l'heure, là, du moment où un logiciel indésirable est détecté, le service va aller passer à travers des boîtes courriel de l'organisation pour retirer les courriels qui contiennent le malware. C'est ce qu'il appelle Zero Hour Auto Purge. Là. Donc, ça va retirer directement au niveau de la boîte de courriel, même si le courriel a déjà été livré. Donc, ça, c'est de s'assurer que ce soit bien en place, mais c'est là par défaut. Maintenant, Enable the Common Attachment Filter, ça, c'est un autre type de fonctionnalité assez bête et méchante, mais qu'on recommande quand même de mettre en place, d'aller mettre la liste par défaut d'extensions de fichiers. Ce qu'on recommande dernièrement, dans les dernières semaines, vous avez peut-être vu au niveau de l'actualité de sécurité qu'il y a des attaques de plus en plus qui utilisent les fichiers OneNote. Et c'est assez bizarre là, comme use case d'avoir à s'envoyer des OneNote par courriel en pièce jointe habituellement. Fait que souvent, on va recommander d'aller ajouter les extensions de fichiers .one de OneNote là-dedans pour s'assurer de se prémunir contre ce type d'attaque-là. Mais j'en ai vu des use cases de ça, donc ah oui? Ça arrive, mais c'est un peu bizarre. C'est pas la façon normale de collaborer sur un OneNote, disons. C'est pas la meilleure approche. Microsoft a d'autres moyens de collaboration, je pense, qui sont beaucoup plus sécuritaires en soi que s'échanger un fichier OneNote. Exactement, parce que typiquement, si tu as besoin de faire ça, souvent c'est à l'interne, tu partages à travers un OneDrive ou quelque chose comme ça. Là. En tout cas. Je vous le mentionne parce que c'est un type d'attaque qu'on voit de plus en plus ces temps-ci. Fait que c'est assez simple d'aller mettre ces extensions-là à ce niveau-là, puis d'aller mitiger un peu le risque par rapport à ça. On a encore là la stratégie de quarantaine. Là, pour du malware, peut-être qu'Admin Only Access Policy est ce que vous souhaitez garder. Il y a encore l'autre personnalisé que je vous ai mentionné tout à l'heure qui est quand même sécuritaire, qu'on peut aller mettre ici, faire en sorte que les utilisateurs puissent aller voir ce qui est dans leur quarantaine puis demander un release. Au niveau notification, encore une fois, ça c'est pertinent. Surtout la première ici. Il y a Notify an admin about undelivered messages from internal senders. On va vouloir typiquement savoir si un utilisateur interne n'a pas été en mesure d'envoyer un courriel parce qu'il a été détecté comme étant du malware. Encore une fois, dans l'optique où ce serait quand même un indicateur de compromission intéressant. Là, du moment où tu as un utilisateur interne qui tente d'envoyer du malware, il y a des bonnes chances que ça veut dire que le compte a été compromis. Le deuxième élément est un peu moins intéressant dans le sens que undelivered messages from external senders, il a été bloqué, tu ne peux pas nécessairement le savoir, tu as plus de chances de te faire inonder d'alertes pour rien avec ce type de notification-là. Donc, ce serait seulement, par exemple, si vous prenez la recommandation que j'ai mentionnée tout à l'heure, d'aller remettre une boîte de courriel partagée ici pour les notifications de sécurité ou peu importe quel administrateur de sécurité vous voulez qu'il soit avisé ici. Donc, ça se résume à ça pour l'anti-malware. Pas plus compliqué que ça. Et l'anti-phishing, j'ai sauté dans l'anti-phishing en dernier parce que, par défaut, avec Exchange Online Protection, il y a une stratégie qui est là, mais qui vient vraiment pas permettre l'ensemble de... C'est une stratégie extrêmement de base qui est en place.
avec Exchange Online Protection. Tout ce qui est... si je me trompe pas, t'as le phishing threshold qui est là, mais tout le reste là au niveau des utilisateurs impersonnifiés, c'est pas disponible. Il y a vraiment pas grande intelligence de possible à ce niveau-là avec juste le service de base. Maintenant, du moment où on utilise Defender for Office 365 plan 1, ça vient débloquer l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut déployer via cette stratégie-là. La stratégie anti-phishing, habituellement, encore une fois, au niveau des recommandations qu'on va émettre, c'est d'aller au moins augmenter le phishing email threshold, donc à quel point il est agressif ou non pour aller détecter du hameçonnage, au moins à 2. 3 ou 4, ça devient souvent intense à gérer là, en termes de faux positifs. Donc 2, c'est quand même un compromis qui habituellement a du sens. Enable users to protect, ça ici, c'est la fonctionnalité qui va vous permettre d'aller identifier dans votre environnement qui sont les utilisateurs qui sont les plus à risque de subir des attaques, plutôt de se faire impersonnifier. Donc, habituellement, on va mettre des comptables, des gens au niveau exécutif, des hauts gestionnaires, ce genre de personnes-là, pour justement aller identifier, OK, cette personne-là, ben c'est le président. Donc, le service va avoir une vigilance particulière par rapport aux impersonnifications qui peuvent être faites sur le président pour prévenir des attaques du président, de la fraude du président là, que vous connaissez peut-être. Donc, ce genre d'utilisateurs-là, on va pouvoir aller les mettre ici. Puis, comme vous voyez, on peut en mettre jusqu'à 350. Là. Donc, il n'y a pas bien d'enjeu habituellement à ce niveau-là. Si vous avez plus que 350 exécutifs, considérez faire des coupures. Enable domains to protect. Ça, habituellement, c'est assez simple. On va simplement aller dire include domains I own. Donc, d'aller mettre une protection sur l'impersonnification au niveau des domaines que vous possédez. Ce que ça va faire, cette fonctionnalité-là, c'est que ça va aller mettre une vigilance sur est-ce qu'il y a des gens qui tentent d'impersonnifier des domaines que j'ai en modifiant certains caractères qui sont proches, de mettre un 0 au lieu d'un O, de mettre ce genre d'attaque-là. Donc, il va y avoir une vigilance particulière sur vos domaines pour détecter des attaques d'impersonnification de domaines plutôt que d'utilisateurs. Encore une fois, il y a la notion de whitelist ici où on peut aller mettre des expéditeurs et des domaines qui sont approuvés. Donc, de maintenir une bonne hygiène ici, de s'assurer que ce soit seulement que ce qui est pertinent, qui est présent à ce niveau-là, au besoin, puis de le retirer dès que c'est plus nécessaire. Mailbox Intelligence est activé par défaut ici du moment où vous avez le plan 1 de Defender for Office 365. C'est une notion d'intelligence artificielle qui va aller détecter des patterns comme c'est écrit ici, avec les gens avec lesquels vous communiquez régulièrement et tout ça pour tenter de voir s'il y a des tentatives d'impersonnification. Donc ça, il n'y a pas vraiment de raison d'aller le désactiver habituellement. Le deuxième, Enable Intelligence for Impersonation Protection, va parfois être un petit peu plus sensible dans le sens que du moment où on déploie le service puis qu'il connaît pas exactement nos habitudes de communication, les gens avec qui on parle fréquemment et tout ça, puis qu'on va activer ça, j'ai vu des cas où il y avait quand même beaucoup de faux positifs. Souvent, ce qu'on va voir en termes de faux positifs par rapport à l'impersonnification, c'est tout ce qui est adresse personnelle avec lesquelles vous communiquez. Je donne un exemple. Moi, par exemple, Gabriel Tessier, j'ai mon adresse au niveau de KPMG. Et si, par exemple, j'écris, ou plutôt je m'écris à mon courriel corporatif à partir de mon adresse, mettons que j'ai une adresse, je sais pas, Hotmail, qui pourrait être, mettons, gtessier@hotmail.com. Mais si je m'écris à partir de mon adresse Hotmail vers mon adresse corporative, ben ça passe à travers cette stratégie-là. Puis la stratégie qui va vouloir vous protéger contre les attaques d'impersonnification, ben elle sait pas que mon Hotmail
qui m'appartient. N'importe qui pourrait se créer une adresse gtc@hotmail.com. Fait que lui, il va détecter que c'est potentiellement une attaque d'impersonnification de Gabriel Tessier, puis il va aller bloquer ce type de courriel-là. Fait que du moment où on vient cliquer ici, puis qu'il n'y a pas cet historique-là avec qui je communique, puis si je m'envoie souvent des courriels de cette façon-là, ben il va aller bloquer typiquement sur tout ce genre de communication-là. C'est les faux positifs qu'on voit le plus souvent, selon mon expérience, en tout cas. Des comptes personnels de gens qui s'écrivent vers l'interne. Fait que c'est juste d'être conscient que du moment où on active ça, ben de garder un œil sur tout ce qui est quarantaine, puis utilisateur impersonnifié, pour aller potentiellement whitelister, entre guillemets, là, ces utilisateurs-là. Enable Spoof Intelligence, qui est par défaut activé aussi, on recommande de le laisser là. T'sais, vous voyez ce que je dis là au niveau de qu'est-ce qui a été détecté comme étant des utilisateurs ou des domaines impersonnifiés. Vous avez une petite ampoule ici là, dans le même interface au niveau de la stratégie anti-hameçonnage qui vient vous indiquer dans les derniers 7 jours qu'est-ce qui a été détecté. Là, évidemment, j'ai un environnement frais de ce matin, donc il n'y a absolument rien. J'aurais été impressionné qu'il y ait quelque chose, mais si on clique sur View Impersonations, ben ça nous amène dans la section qui appelle Impersonation Insight, qui nous permet d'avoir cette visibilité-là et éventuellement d'aller les gérer. Donc, je pourrais pas vous le montrer directement comment ajouter un utilisateur en whitelist ici, mais ça vous montre à quel endroit aller naviguer pour le faire au besoin puis aller vérifier ce qui a été détecté. Donc ça, c'est pour la portion Threshold and Protection en haut. Donc les paramètres de protection. Puis un peu de la même façon que les stratégies anti-pourriel, ben on a la section Action où on va pouvoir aller indiquer. Là, c'est curieux. Il y a l'air d'avoir encore une fois un bug de permission louche. Mais normalement, je devrais avoir accès pour aller modifier ça. Les actions ici. Et ce qu'on va recommander ici habituellement, c'est d'aller modifier tout ce qui est action pour les messages qui sont détectés comme étant de l'impersonnification pour aller mettre le message en quarantaine avec encore une fois la sélection à votre convenance de la stratégie de quarantaine appropriée, que ce soit admin only, que ce soit que les utilisateurs puissent aller voir avec une notification et demander un release. Donc, je peux en modifier une. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les méandres de Microsoft pour me donner accès à un des éléments sur... si je voulais me donner ces permissions-là, je saurais même pas comment le faire là, pour me donner une sur 4. Ouais, il y a des choses parfois étranges, surtout dans les interfaces, mais ça, ces choses-là, quand on va plus en PowerShell, parce que moi, je préfère aller gérer ces affaires-là plus en PowerShell, en GraphAPI, là, je suis plus un type PowerShell. On a moins ces contraintes-là qui apparaissent, ou ça devient apparent, là, ça nous expose en pleine face immédiatement là, quand on exécute les commandes. Là. Mais on n'a pas ces éléments-là. Ouais, en effet. Ouais, GraphAPI, en effet, puis il y a des éléments qu'on peut aller voir et modifier qu'on voit pas dans l'interface aussi. Là. Fait que c'est un bon point. Je vous le montre dans l'interface comme ça parce que c'est plus convivial, disons. Mais si vous pouvez prendre ce réflexe-là d'aller via directement PowerShell GraphAPI, c'est souvent la meilleure approche pour être capable d'aller travailler ces interfaces-là, en effet. Donc, en gros, c'est ça pour l'anti-phishing. Et ça fait le tour des 3 éléments de base, je vous dirais, qui viennent avec... Bon, on a sorti un petit peu du contexte d'Exchange Online Protection avec ce qu'on vient de voir ici. Le dernier point que je vous mentionnerai, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent des preset security policies. Puis quand on rentre, là, vous voyez qu'ils recommandent souvent d'aller déployer les preset security policies au niveau que vous voyez ici en haut. Là, ça dit We recommend enabling preset security policies, blablabla. Moi, je les recommande pas nécessairement, dans le sens que si vous connaissez pas ce que vous faites, puis qu'il y a pas personne qui vous accompagne dans la configuration de tout ça, puis que vous voulez avoir une base, ben les preset security policies, ça peut être intéressant.
Par contre, du moment où on vient vraiment personnaliser selon les meilleures pratiques, les différentes stratégies, je recommande pas de les déployer parce que c'est vraiment du moment où on déploie les preset security policies, c'est la configuration de Microsoft qui est pas optimale, qui est pas selon les meilleures pratiques de sécurité et qui va vraiment avoir préséance sur tout le reste. Donc, si vous avez des preset security policies puis que vous allez personnaliser l'anti-phishing, anti-spam, anti-malware selon les recommandations que je vous ai mentionnées aujourd'hui, le preset security policies va quand même avoir priorité. Donc, typiquement, ce qui est recommandé, là, c'est d'aller mettre en place les meilleures pratiques, puis de désactiver les preset security policies par la suite. La nuance qui est un peu qui est un peu que je mets là pour donner un bémol, c'est que les preset security policies, si on rentre, je ne sais pas si je vais les voir dans mon nouvel environnement ici, là, mais dans Safe Attachment puis dans Safe Links, vous voyez ici Built-in Protection, c'est pas exactement la même chose, ça n'a pas le même comportement. Fait que je le nuance ici. Ça ne prend pas préséance sur ce qui va être personnalisé. Fait que le comportement est un peu inattendu là, quand on considère que les presets security policies ont préséance dans les 3 autres. Donc, c'est à savoir que les built-in des 2 autres ont pas préséance puis qu'on va les laisser là. Mais bref, je conclus comme ça pour les 3 éléments de base ici. Là. Super intéressant. C'est très complet, très complexe aussi dans quelques égards. Il faut avoir une bonne maîtrise, connaissance des choses. Donc, super intéressant. Ben, merci beaucoup. Puis bon, on n'aura pas le choix de remettre ça pour poursuivre. Compléter, ben oui, exactement. Excellent, mais merci beaucoup. Merci.